Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on se retrouve pour le laboratoire Excel numéro 6, donc celui pour lequel on va travailler le test d'indépendance du qui carré. Donc, avant de débuter, comme toujours, je vous rappelle que puisque les vidéos sont sur YouTube, vous pouvez toujours les accélérer ou les ralentir au besoin, parce qu'à certains moments, je parle un peu plus vite, un peu plus lentement. Deuxième chose, si vous trouvez que ces vidéos-là sont pertinentes, vous pouvez peut-être laisser un petit commentaire constructif. C'est la première fois que j'en fais des vidéos tutoriels comme ça. Puis je me demandais si c'était utile ou non, puis ce que vous en pensiez. Donc, si vous aimez ça, vous avez un commentaire pour l'améliorer, pour que je m'améliore. Donc, n'hésitez pas à le laisser sur YouTube. Vous pouvez faire ça de façon anonyme. Donc, on va débuter le laboratoire numéro 6. Je vais sauter les étapes 1 et 2 du test de Kikaré parce qu'on n'a pas besoin d'Excel pour les faire. Ça, vous devriez être capable. Donc, on va commencer à l'étape numéro 3. Donc, la vérification des conditions d'application. Première chose, là, je suis sur la feuille sexe et cote G, où on a terminé le dernier laboratoire. On avait fait un beau diagramme à bande chevauchée pour la répartition en pourcentage par le sexe selon la cote globale. Donc ça nous donne aussi nos deux tableaux. Donc, notre tableau en fréquence relative, donc en pourcentage, puis là, on avait notre tableau en fréquence absolue. Donc, pour faire le test de qui carré, ça nous prend nos valeurs en fréquence absolue. Donc, ce que je vais faire, je vais CTRL-C pour copier ce tableau-là, parce que je vais l'amener sur une nouvelle page pour qu'on puisse travailler dessus. Donc, je vais faire cliquer sur le petit plus en bas pour créer une nouvelle feuille que je vais appeler, en double-cliquant dessus, qui carré. On va faire tous nos calculs ici. Oui, est-ce que j'avais déjà fait une feuille secrète? Donc, je vais faire un CTRL-V, coller mon tableau. Donc là, ça n'a pas gardé exactement ma mise en page, mais je vais l'arranger vite, vite. Donc là, j'ai un tableau de fréquence absolue pour toutes mes cotes et mes deux sexes. Donc là, je vais regarder mes conditions pour faire le test de qui carré. Donc la première, c'est toujours, est-ce que ça provient d'un échantillon aléatoire? La réponse est oui. Donc le premier critère est respecté. Le deuxième, il faut que je vérifie que toutes les fréquences théoriques valent au moins 5, donc soit plus grande ou égale à 5. Donc il faut que je calcule mes fréquences théoriques. Donc ce tableau-ci, pour l'instant, je vais le renommer. On pourrait dire que c'est un tableau de fréquences observées. La raison, c'est parce que ce sont nos vraies fréquences. Donc, pour faire ce test-là, on va toujours devoir comparer les fréquences observées avec ce qu'on va appeler les fréquences théoriques. Donc, pour faire mes fréquences théoriques, je vais copier mon tableau, CTRL-C. Je vais la poser un petit peu plus bas, CTRL-V. Puis là, je vais l'appeler pour bien me rappeler tableau de fréquences théoriques. Je vais mettre une autre couleur pour bien les différencier. Donc, les fréquences théoriques, il y a un petit calcul assez simple à faire parce que ça va être comme si on avait une répartition. Donc, si toutes nos personnes qui ont eu très bien, donc on sait qu'il y en a 11 au total, étaient réparties de façon équivalente selon la proportion des sexes, combien il y en aurait? Et cette petite formule-là, ça revient à trouver le total de la ligne fois le total de la colonne divisé par le total des participants. Donc, Excel, ce qui est bien, c'est comme je l'avais déjà dit dans les derniers laboratoires, on l'a bien vu dans le tableau de mesure, c'est une calculatrice, essentiellement. Donc, pour faire des calculs, il faut toujours qu'on fasse la touche égale pour commencer le calcul. Donc là, je sais que je veux faire 11 fois 64 divisé par 110. Donc, j'ai plusieurs façons de le faire. Je pourrais le faire manuellement, de faire 11 astérisque, qui veut dire fois dans Excel, 64 divisé par 110. Donc, je n'ai pas besoin de mettre les parenthèses parce que l'ordre des opérations est respecté. Ça va me donner 6,4 étudiantes féminines qui ont eu très bien de fréquence théorique. Une autre façon, ce que je vous recommande, parce qu'Excel, c'est aussi sa force, c'est qu'on peut toujours sélectionner des données
les valeurs qui sont déjà dans le tableau. Donc, à la place d'écrire 11, pour aller plus vite, je peux juste faire cliquer sur ça. Ça va prendre cette valeur-là. Je dois encore faire fois la valeur de la colonne. Je vais faire la barre pour diviser. Et là, je clique sur 110. Et là, ça va me faire 11 fois 46 divisé par 110 et ça me donne un résultat. Donc là, ça me fait vraiment le calcul de ce que moi-même j'ai écrit. Ici, ça sélectionne toutes les cellules. Donc, l'avantage, c'est un petit peu plus vite, honnêtement, si on va comme ceci, puis qu'on est habitué. On peut faire des calculs rapidement. Donc, on va le faire pour toutes nos cases. Là, vous voyez que ça fait pas mal de décimales. On va pouvoir l'arranger après, puisque habituellement, on préfère travailler avec une décimale. C'est un petit peu plus facile pour nous autres. Moi, j'aime bien travailler avec... moi, je suis chanceux sur mon clavier. J'ai un petit clavier avec les valeurs numériques, là, tout à droite. Et dessus, il y a déjà l'astérisque et l'oblique, donc ça va assez rapidement. Ils sont un à côté de l'autre. Bon, là, puisque c'est fois 1, on pourrait même aller un petit peu plus vite, puis juste faire 46 divisé par 110, mais on ne le fera pas. On va faire tous les calculs. Donc, je sélectionne toutes mes données, je vais réduire les décimales juste... Oups, là, j'ai trop réduit. On va regarder juste ça. Là, maintenant, on va regarder si elles sont bien toutes plus grandes ou égales à 5, 6.4, c'est bon. Oups, là, ici, ça ne fonctionne pas. On va le mettre en jaune pour se le rappeler. Ici, ça va. 5.2, c'est limite, mais c'est bon. Ici, 2, ouh là, là, on est très, très loin. Donc là, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases qui ne fonctionnent pas. Ça veut dire qu'on va devoir travailler un petit peu notre tableau. Bon, idéalement, on ne le fait pas, à moins qu'on ait vraiment une bonne connaissance de notre variable qui nous permette de faire des regroupements qui sont logiques et cohérents. Puis on va regarder est-ce qu'on peut faire ça dans notre tableau ici présent. Donc, on se rappelle, premièrement, c'est quoi la variable? Donc là, c'est les étudiants, ils sont classés selon des catégories d'après le nombre d'erreurs qu'ils ont fait. Donc, les très bien, bien, c'est eux qui ont fait le moins d'erreurs de français. Suffisant, ça allait, c'était comme nos moyens. Puis insuffisant, médiocre, nul, c'est eux qui étaient vraiment, ils ont fait beaucoup, 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 beaucoup d'erreurs. Donc là, on s'entend-tu quelqu'un qui a fait 20 erreurs, 30 erreurs, 40 erreurs, là, j'exagère, mais au final, ça, c'est 3 catégories d'étudiants qui n'ont pas réussi le test. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est les regrouper ensemble puis leur trouver un nouveau nom. Je vais faire un nouveau tableau ici. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est leur trouver un nouveau nom. On pourrait dire échec. Je pense que dans le tutoriel, j'avais écrit faible. Donc ça, c'est les étudiants faibles. Puis moi, en tant qu'API, je vous rappelle, tout ça, c'est l'API qui décide ça. Je sais que tous ces étudiants-là faibles, qui ont fait trop d'erreurs, on va les envoyer dans le cours de renforcement. Donc là, manuellement, je vais faire une petite addition. Donc 5, 7, 0. Je sais qu'au final, il y avait 7 étudiantes féminines qui ont eu faible, donc qui ont eu ces 3-là, donc ça, on va pouvoir l'effacer. Les garçons, 4, 5, 6, 7 aussi. Là, je fais vraiment des petits changements manuels. Donc là, ils ne sont plus 9, ils sont 7 plus 7, ils sont rendus 14. Donc là, j'ai effacé ces 2 colonnes-là. Donc, vous pourriez carrément les supprimer. Donc là, j'ai sélectionné comme ça sur le côté. Clic droit sur la souris, supprimer. Là, on a encore un problème parce qu'on sait qu'ici, c'est proche, 4.6, mais c'est pas assez. Il faudrait que ça soit à 5. Donc, on va voir, est-ce qu'on pourrait aussi cumuler nos très bien et nos biens? Ben, moi, je suis l'API,
je sais qu'un étudiant qui a fait, disons, 5 erreurs ou moins, il est excellent, mais celui qui en a fait 10 ou moins, il est quand même assez bon aussi, là. J'ai pas trop d'inquiétude qu'ils ne réussissent pas bien son premier cours de français. Donc, je pourrais les appeler, ces deux-là, une espèce de catégorie, on va dire, les étudiants forts. Ceux que je peux inscrire sans problème dans le premier cours de 101 français. Donc là, je vais prendre cette ligne-là. Puisqu'il y en avait déjà plus, ça va être plus facile de les rajouter. Donc, 25 plus 9. Si vous n'êtes pas à l'aise en mathématiques, on peut même le calculer. 25 plus 9, ça fait 34. On va l'effacer ici pour ne pas oublier. 11 plus 2, ben ça, je suis capable sans calcul. 13. Et là, 36, il faut que je rajoute les 11 que je viens de rajouter. Ça va faire 47. On va effacer. On va encore une fois supprimer la ligne. Donc là, méthode globale. On va changer de nom. Je vais appeler ça classement. Parce qu'au final, en tant qu'API, ça m'aide à les mettre dans le bon cours de français, classement français. Donc, mes forts, ils vont en 101. Mes faibles, ils vont en renforcement. Mes suffisants, ils sont limites. Ça, c'est ceux qui ont fait pas assez d'erreurs pour ne pas les laisser rentrer en français, mais ils ont quand même une petite lacune, là. Ils pourraient échouer. Donc, je pourrais leur faire une mesure particulière. Je pourrais les appeler, mettons, à surveiller. D'un collège à l'autre, ça va dépendre. Je sais que nous, à Rosemont, les étudiants qui sont à la limite, on les laisse faire le 101 plus le renforcement. Peut-être que dans un autre collège, ça serait une autre méthode. Peut-être que ça serait, ils peuvent être en 101, mais ils ont une priorité pour le centre d'aide en français, ou etc. Mais là, ça nous aide quand même à trouver. Ça, c'est les étudiants limites. Ça, c'est nos forts. On va mettre un petit truc de couleur. Donc, mes forts, ils sont en bleu. Mes limites, on va les mettre en orange. Puis mes faibles, eux, ils vont être plus en rouge. Ça va m'aider à regarder. Donc, ça, c'est mon nouveau tableau de fréquences observées. On va juste s'assurer rapidement qu'il respecte bien les fréquences théoriques. Je vais refaire l'étape précédente une dernière fois avec toutes. Donc, on se souvient. On enlève ça pour les fréquences théoriques. On fait égal 47 fois 64 divisé par 110 égale 47 fois 46 divisé par 110. En passant, il y a une petite condition qui n'est pas toujours mentionnée dans tous les manuels. Je pense que notre manuel ne le nomme pas trop explicitement. Il y a comme une troisième condition. Il faut que le nombre total, notre n, soit supérieur à 30. Mais ça, vraiment, c'est correct. Je vous l'ai mis. Donc là, on revérifie. Est-ce que tout le monde est en haut de 5? 5.9, oui, ça va. Super. Donc, on peut faire notre test d'indépendance du qui carré. Génial. Donc là, pour trouver la valeur à rechercher, eh bien, ça va nous prendre la détermination de la valeur critique, donc qui est l'étape numéro 4, parce que là, on a déjà déduit que les conditions pouvaient être respectées. L'étape numéro 4, ça va nous demander c'est quoi le nombre de degrés de liberté. Donc ça, c'est le nombre de modalités moins 1 fois le nombre de modalités moins 1. Donc, ici, on en a 1, 2, 3, 1, 2. Donc, 3 moins 1, 2. 2 fois 2 moins 1, 1. Donc, on sait que notre V va être égal à 2. Donc, on a 2 degrés de liberté. Ensuite, notre alpha, c'est le seuil de signification qu'on était supposé trouver à l'étape 2. On sait, d'après la question, qu'on veut 5%, donc 0,05. Génial. Donc, on va fouiller dans notre tableau. Ça, vous allez chercher votre tableau. À l'aide-mémoire, c'est la page 22. C'est la dernière page de l'aide-mémoire. Donc, avec 2 degrés de liberté,
un seuil de signification de 5%. La valeur, c'est 5,99 pour notre qui carré. Donc, notre x2. Si jamais vous vouliez faire quelque chose de un petit peu plus beau, peut-être un x comme ça. Puis pour faire un exposant, on peut faire un clic droit. OK, ouais, il faut cliquer sur police. Donc en haut, bon, c'est pas trop nécessaire, là, mais si jamais j'en vous tente de mettre exposant dans police, on peut toujours trouver ça, donc x2. Puis là, si vous vouliez faire vraiment comme il faut, voilà, je pense que je vous donne un petit peu trop de détails. 0,05, point virgule 2. Mais ça doit être pas en exposant. Ça doit être en tout petit. Donc, on retourne dans police, puis on le mettrait en indice. Indice, c'est vers le bas. Donc, bon, OK, je me suis un petit peu attardé, là, mais ça serait plus la bonne façon de l'écrire. Donc là, super. Maintenant, ce qui est bien avec Excel, c'est vu que c'est une calculatrice, elle peut faire toutes sortes de calculs pour nous. Donc, normalement, on calculerait notre vraie valeur de x2 en faisant tous nos calculs que vous pourriez trouver à votre aide-mémoire à la page 18. Donc, on ferait, je vais vous montrer là. C'est celui-ci qui va prendre. Normalement, si vous le faites au long, on pourrait faire égal. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait tous mes calculs. Fréquence observée moins fréquence théorique au carré à la 2 divisé par fréquence théorique. Si on ouvre toutes mes cellules, on voit bien que c'est les bons calculs qui ont été faits. Ici, dans ma cellule totale, j'ai fait l'addition de tous mes résultats. Et là, on va voir, est-ce que 6,8, c'est plus grand que 5,99? Oui. Donc, on peut rejeter l'hypothèse nulle et dire qu'avec un niveau de confiance de 95%, à cause de 0,05, on peut affirmer qu'il y a un lien entre nos deux variables. Donc ça, j'ai fait la version longue. Donc, j'ai fait tous les calculs, un à un, les additions pour en arriver là. Excel, ce que je vous ai dit, ce qui est bien, c'est qu'il peut faire les calculs de façon beaucoup plus rapide. C'est ça qu'on va faire. Donc, ici, je vais écrire probabilité ou pourcentage de se tromper. Donc ça, c'est la probabilité de dire que nos variables sont reliées, donc il y a un lien entre les deux variables, et que ce n'est pas vrai. Donc, on va écrire égal, et on va aller chercher la formule test chi carré. Donc, ça, c'est une formule qui s'écrit en anglais, donc CHI chi square point test. Ça, vous l'écrivez au long, point TEST. Vous pouvez double-cliquer dessus. Si je double-clique une fois qu'elle est apparue, là, il me montre les conditions d'application. Donc, il dit là, tu as écrit cette formule-là. Pour trouver, je veux que tu mettes la plage réelle, donc tes valeurs observées, point virgule, la plage prévue, donc les valeurs théoriques. Donc là, je sélectionne ma plage réelle, mes valeurs observées. Je mets point virgule. Il me dit maintenant, trouve-moi tes plages prévues, tes valeurs théoriques. Je sélectionne les valeurs théoriques, fréquence théorique, et je vais faire Enter après avoir fermé ma parenthèse. Donc là, il me dit, tu as 0,03. Donc ça, c'est, si on mettait en pourcentage, il me dit, tu as 3,3% de chance d'affirmer que tes variables sont reliées, donc il y a un lien entre celles-ci, et qu'il n'en a pas. 3,3, c'est quand même bien. C'est plus petit que notre 5% de ce qu'on voulait, donc on est en business. Donc là, il y a un peu comme sauter une étape avec ce qu'on veut faire, parce que nous, ce qu'on aimerait trouver, ce qu'on veut confirmer, c'est quoi notre valeur de qui 2? OK? Là, on avait trouvé que c'était 6,80 en le faisant tout au long. Est-ce que c'est vraiment ça? Donc, on va écrire qui 2. Et là, Excel, encore une fois, elle peut le faire pour nous, mais il va nous demander une autre étape. Là, on va faire égal, et là, on peut aller chercher
vous rappelle toujours, on a toujours l'option de soit l'écrire, soit faire formule, insérer une fonction. Et là, on peut aller chercher. Je sais que c'est la loi de Qui2 inverse. Donc, je vais écrire loi KHI, rechercher. Donc là, il y en a plein. Loi de Qui2 droite. Moi, elle que je veux, c'est inverse. Loi Qui2 inverse droite. Je clique sur OK. Là, il me dit, il faut que tu me trouves la probabilité. Bon, super, on l'avait déjà trouvé. Clique là-dessus. Le nombre de degrés de liberté. Super, on sait que c'est 2, on l'a déjà calculé. Tapez sur 2. Cliquez sur OK. Et il va donner notre valeur de Qui2, 6,803370. Et on peut aller vérifier. C'est super. C'est la même chose que quand on l'avait fait au long. Donc, vous voyez que là, en 2 petites formules, j'ai trouvé beaucoup plus rapidement mon résultat. Ma valeur de Qui2, elle est supérieure au seuil de signification critique. Donc, on va pouvoir rejeter l'hypothèse nulle, comme j'ai dit tantôt. Donc, avec un niveau de confiance de 95%, on rejette l'hypothèse nulle. On peut donc affirmer qu'il y a un lien entre le sexe et le classement en français. Et là, on va faire la dernière étape, l'étape numéro 8. On va vérifier est-ce que ce lien est plus ou moins fort. Donc, on va faire la formule du V, coefficient du V de Cramer, qui se trouve à la page 16 de votre aide-mémoire. Donc, je vais écrire coefficient V de Cramer. Cette formule-là, on va la faire au long. Égale pour formuler qu'on fait une formule. On voit que c'est une racine, donc c'est une racine de tout un argument. Dans Excel, racine, on doit l'écrire parce qu'on n'a pas de touche sur notre clavier. Donc, racine, il y a tout ce qui va se trouver entre ces parenthèses-là va suivre la racine carrée. Donc, racine de Qui2 divisé, Qui2, on a la valeur ici, divisé barre oblique. Et on va ouvrir la parenthèse pour calculer tout ce qui se trouve en bas de notre fraction. N, c'est le nombre de données. Donc, on sait qu'on a 110 étudiants. On peut cliquer dessus ou l'écrire. Fois, on va ouvrir la parenthèse, H, le nombre de catégories de la variable qui en a le moins. Donc là, on a 2 variables, classement qui en a 3, sexe qui en a 2, donc c'est 2. 2 et toujours moins 1. On ferme la parenthèse. Donc là, on a vu qu'on a fermé notre première parenthèse ici. Et on en a 2 autres à fermer. Donc, on va le faire 1, 2, 3 fois. Quand c'est noir, oups, c'est bon. Donc là, je fais Enter. Et ça me donne mon coefficient de Cramer qu'on peut interpréter à l'aide du tableau. Donc, 0,24. Ça se trouve entre 0,18 et 0,36. Je peux donc interpréter que le lien entre mes variables est fort. Donc, c'est tout. Donc, vous avez terminé pour ce laboratoire-là. Donc, j'espère que ça s'est bien passé. Donc, une petite étape peut-être qui va avoir l'air confuse, que j'ai fait une erreur, puis je l'ai coupé au montage. Mais sinon, tout y est. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.